Merci pour l'introduction. Donc, déjà, je souhaite remercier les collègues du GDR donc, de nous permettre de présenter donc, ces applications. Donc, là, vous voyez toujours mon écran, il n'y a pas de souci. Tout va bien. OK. Donc, je vais présenter donc, l'utilisation donc, de dispositifs en fait, photoniques et électroniques pour des communications haut débit en haute fréquence. Donc, un peu la route vers les communications terahertz, c'est pour le backhauling, c'est-à-dire les communications antenne-antenne pour la 6G. Voilà. Alors, donc, pour rappeler hein, qu'on est à Yémen, on est donc près de la Belgique, hein, juste à côté de Lille. Donc, c'est effectivement une UMR CNRS comme ça a été présenté, donc localisée pour la partie que je présente ici à Villeneuve-d'Ascq. Alors, voici le plan de la présentation. Donc, je vais présenter un petit peu le contexte général. La partie photomélange pour la conversion optique radio et quelques exemples de liens qui ont été démontrés jusqu'à maintenant, les tendances aussi. Et ensuite, une partie plutôt sur l'instrumentation avant de finir par les challenges, sachant que pour la partie instrumentation, je présenterai juste très rapidement une application du photomélange pour le test de composants actifs. Et ensuite, ce sera donc mon ancien doctorant, donc qui est maintenant docteur, Aitam Ghanem, qui va vous présenter cette partie-là plus spécifiquement. Et donc, ça fera l'objet de la deuxième présentation pour le premier slot. Alors, sur le contexte général, si on parle un petit peu terrestre, donc je pense que vous savez que ce domaine spectral, donc c'est un domaine qui peut être atteint donc avec différents types de technologies, différents types d'approches et de sources. Concernant la montée en fréquence en passant par les sources électroniques, multiplication de fréquences et autres, donc pour atteindre ces fréquences terahertz, et également des approches donc optoélectroniques où on utilise soit des photoconducteurs, soit des photodiodes pour descendre en fréquence venant de l'optique. Alors, on a également de la génération directe, hein, puisque donc, les techniques photoniques aussi, les QCL et l'optique non linéaire permettent, et les lasers moléculaires permettent aussi d'avoir une solution pour générer des signaux dans ces gammes de fréquences-là. Malgré tout, ce ne sont pas forcément des sources qui sont facilement modulables, donc plus difficiles à appliquer pour des aspects télécoms. Donc, je me concentrerai plutôt sur les deux premières. Alors, quelques questions un peu qui reviennent assez souvent sur ces domaines-là. Donc, quelles sont les grandes problématiques et un peu la foire aux questions des communications terahertz? Il y a des choses dont on a à peu près les réponses, il y a des choses qui ne sont pas du tout encore connues à ce jour. Ce qui est à peu près clair, c'est que les communications terahertz et ces fréquences-là, on vise des systèmes à portée plutôt maintenant en ciblant 2030. Donc, il y a clairement des questions dont on n'a pas du tout les réponses à cet instant. C'est clair que les technos ne sont pas forcément intégrés, donc c'est clair qu'on ne va pas les retrouver dans les téléphones portables avant un petit moment. Est-ce que la puissance est suffisante? Ça dépend des scénarios d'usage. Est-ce que c'est risqué pour les tissus humains? La puissance est faible, mais c'est clair qu'il y a des études qui devront confirmer a priori que l'interaction est relativement faible. Est-ce que ça sera pour de la 6G, pour de la 7G? On ne sait pas encore. En tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est quand on extrapole la fréquence porteuse des systèmes de communication, on arrivera forcément un jour ou l'autre dans cette gamme de fréquences-là, millimétrique, submillimétrique. Donc, on doit développer en amont des approches, des composants, des systèmes, des antennes pour pouvoir positionner des solutions technologiques pour ces applications-là. Alors, dans quel scénario d'usage on va utiliser ça? Si on regarde un petit peu le théorème de Shannon classique des communications, qui nous rappelle que la capacité est liée à la fois à la bande passante et au rapport signal sur bruit qu'on a sur la liaison, on peut déjà dire que les communications terahertz, c'est une approche complètement différente des communications radio-usuelles, puisqu'en radio-usuelle, notamment en téléphonie cellulaire, on a bien du mal à avoir de la bande passante et on doit compenser ça par des très grands rapports signal sur bruit, des approches assez complexes de type MIMO, Massive MIMO, pour compenser et connaître de mieux en mieux le canal. Alors qu'en gamme terahertz, on a accès à de la bande passante, donc on peut se permettre, et heureusement puisque la technologie n'est pas encore complètement développée, on peut se permettre de limiter la complexité des signaux pour avoir en fait des rapports signal sur bruit plus faibles, mais pour quand même opérer les systèmes. Du fait de la technologie aujourd'hui, que je vais détailler dans les grandes lignes, on commence à pouvoir faire des communications en point à point
Maintenant, c'est clair que faire du point multipoint ou du antenne type station de base utilisateur, c'est clair que ça ne va pas se faire dans le gamme terahertz tout de suite. Donc, en termes de scénario d'usage, donc on est clairement sur associé à la montée en fréquence, la 5G et le bilan de 5G, on a une réduction de la cellule, donc une densification des utilisateurs, des débits pics qui ont tendance à augmenter pour la station de base et qui sont prévus en fin de 5G à 10 gigabits par seconde pic. Donc, si on fait un calcul rapide en considérant que dans une cellule en environnement urbain, une cellule de quelques centaines de mètres, on peut facilement avoir un millier d'utilisateurs. Un millier fois même ne serait-ce qu'un gigabit par seconde par utilisateur, ça fait un terabit. Et ce terabit par seconde qui sera à terme aggloméré par l'antenne relais, on ne pourra pas forcément toujours le transporter par un réseau à fibre, puisque la fibre n'est pas déployée partout. Donc il faut vraiment à terme trouver une solution de backhaul, c'est-à-dire de communication sans fil point à point entre antennes, pour pouvoir couvrir en fait ce type d'application. Et c'est clairement aujourd'hui le scénario d'usage le plus regardé pour ces types de communication, soit pour de l'interurbain, ou bien sur des communications, distances de communication un petit peu plus grandes pour interconnecter des réseaux optiques entre eux par une voie radio, mais à la vitesse des fibres optiques. Alors, quand on regarde les fréquences, et notamment quand on va se propager dans l'atmosphère, la réponse en fréquence de l'atmosphère est importante. Et quand on regarde ça, on se rend compte assez vite que la transmission est assez chahutée sur certaines zones fréquentielles. Et ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que quand on se positionne en début de bande terahertz, donc à la limite un peu du millimétrique sur millimétrique, c'est-à-dire entre 200 et 300 GHz, on a des atténuations qui sont finalement pas beaucoup plus grandes que pour les communications à 60 GHz. Donc l'idée, c'est qu'on va se positionner progressivement sur ces bandes de fréquences-là, entre 2 et 300. On a quand même une grande largeur de bande, des atténuations en dB par kilomètre qui ne sont pas si élevées, qui vont permettre en fait de respecter les bilans de liaison dans ces gammes-là. Ce qu'on peut mentionner aussi, c'est que comme on monte en fréquence à diamètre d'antenne conservé, on augmente en gain puisqu'on réduit la longueur d'onde. Donc ça, c'est aussi un avantage à cette montée en fréquence. Une autre façon de le dire, c'est qu'à 300 GHz, pour avoir un ordre de grandeur, une antenne qui va faire 50 cm de diamètre permet d'atteindre des gains qui sont supérieurs à 60 dBi. Donc clairement, des très grands gains qui peuvent être atteints avec des systèmes pas trop grands. Alors, en termes de techno, puisque forcément il y a de la techno derrière, il y a différentes filières technologiques qui permettent de répondre à ces applications-là. Des technologies qui sont électroniques, des technologies qui sont photoniques. Notamment sur les technologies électroniques, on a toutes les filières de transistors de type EMT ou de type bipolaire, donc que ce soit du GaAs ou de l'INP, qui sont respectivement intéressants, l'un pour l'aspect bruit et l'autre pour l'aspect puissance, mais pas seulement, puisque le silicium est en train aussi de bien augmenter en performance, et notamment les technologies donc, SIGE et BiCMOS sont en train de commencer à montrer des choses autour de 200, 220 GHz. Donc tout ça, c'est en grande évolution. Et avec l'idée aussi qu'on doit à un moment donné pouvoir interconnecter les réseaux à fibre et les futurs réseaux sans fil, puisqu'on a quand même une convergence des réseaux de plus en plus renforcée, donc avec l'arrivée de la 5G, il faut aussi pouvoir faire le relais entre les réseaux optiques et les réseaux sans fil, et ce qui peut être fait avec les technologies issues de la photonique. Alors, quelques éléments maintenant sur justement ces technologies issues de la photonique et en quoi ça va nous permettre de faire le pont entre l'optique et la radio. Alors, pour revenir déjà sur le grand principe, utiliser un photomélangeur, c'est-à-dire un convertisseur quadratique pour passer de l'optique donc au terahertz, ça consiste en fait à injecter donc, sur un composant de détection optique, donc photodiode ou photoconducteur, deux longueurs d'onde qui sont issues de lasers, donc, qui peuvent être des lasers télécoms ou bien des comptes de fréquences ou tout un tas d'autres choses également. Et le photomélangeur va agir en fait comme un mélangeur électronique qui va faire en fait une descente en fréquence, mais cette fois-ci de l'optique vers le domaine millimétrique. Bien évidemment, il va falloir, si on veut adresser en sortie du photomélangeur le domaine millimétrique, une photodiode très rapide. Et donc, ça va être le but principalement de ces développements-là, d'arriver à avoir des photodiodes dont les bandes passantes vont atteindre quelques centaines de gigahertz. Alors, le gros avantage de cette technique-là, c'est que
on ne va pas seulement pouvoir générer donc, une onde CW, donc non modulée à partir de 2 lasers continus, mais si on génère à partir de lasers modulés, on va pouvoir créer une onde terahertz modulée. Et si on génère en fait du bruit optique, on peut créer également du bruit millimétrique. Donc ça, c'est très intéressant puisque ce type de composant va pouvoir servir à la fois de source modulée et de générateur de bruit. Et notamment, donc, dans le deuxième talk, Aitam reviendra sur la partie génération de bruit et comment ça peut servir à détecter, par exemple, des amplificateurs à 300 GHz. Alors, il y a plusieurs filières de composants, des photodiodes, des photoconducteurs. Sur les photodiodes, donc, l'avantage par rapport aux photoconducteurs, c'est qu'on travaille à des longueurs d'onde autour de 1,55 micron principalement, et ces longueurs d'onde-là sont plus compatibles avec les systèmes de communication à fibre optique, puisque c'est la longueur d'onde à laquelle la fibre est la plus transparente. Et donc, je vais m'attacher pour l'instant à décrire ces éléments-là. Alors, le principe de base dans ces photodiodes rapides, c'est de modifier la structure de photodiode classique de type photodiode PIN, puisque dans une PIN, la dynamique du composant est à la fois guidée par les trous et les électrons. Dans une photodiode modifiée de type UTC, donc photodiode à transport unipolaire, la structure de bande et l'agencement de la couche épitaxiale fait qu'on va avoir une dynamique qui va être non pas limitée par les deux types de porteurs, mais principalement limitée par les électrons. Donc on va considérablement gagner en fréquence de coupure de par le transport amélioré dans l'épitaxie. Et donc ça va permettre, moyennant donc des designs spécifiques et des tailles de photodiodes spécifiques, bien évidemment, par rapport à la coupure liée à la capacité de la photodiode, permettre d'atteindre des bandes de fréquences qui sont de plusieurs centaines de gigahertz. Donc sur ce slide-là, un premier exemple de structure donc, qui a été fabriqué à l'UMN il y a quelques années maintenant, où on a en fait une structure en forme de mesa, donc avec un transport vertical, un éclairage face arrière et une collection des porteurs sur cette électrode métallique qu'on voit donc au-dessus. Alors un deuxième exemple de ces photodiodes donc à cavité, cavité résonante qui ont été développés donc à l'UMN également, donc dans le groupe photonique terahertz dont je fais partie. Donc une photodiode en fait avec une cavité optique qui va permettre d'améliorer la quantité de photons qui vont être absorbés dans la structure, donc qui va permettre d'atteindre en fait des photocourants avec des puissances optiques plus faibles, donc d'améliorer la sensibilité, de façon à pouvoir générer des puissances supérieures en limitant l'aspect thermique dans le composant. Donc là, un exemple les plus récents donc, de performances qui ont été obtenues sur ce type de photodiode, on voit qu'à 300 GHz, on arrive à générer des signaux qui commencent à s'approcher du milliwatt, quasiment le milliwatt. Et le point spécifique, c'est que la linéarité du composant est très bonne. Et de par cette linéarité de composants, ça va être un point aussi après essentiel dans une perspective de communication, puisque quand on va utiliser le composant pour générer des signaux de type QAM, QPSK, QAM16 ou QAM32, il va falloir bénéficier d'une très très grande linéarité de façon à avoir un composant qui ne déforme pas le signal au niveau de l'émetteur. Alors, là où ça sous-couple bien donc cette approche de génération terahertz par voie de photomélange, c'est que les communications optiques qui existent à peu près depuis les années 80 ont subi différentes ruptures technologiques et différentes augmentations de performance, avec d'abord la maîtrise du verre dans les fibres dans les années 110-80, ensuite l'arrivée de l'amplificateur optique, et depuis les années 2000, le changement de modulation. On est passé de modulation d'amplitude à des modulations de phase multi-état, de type QPSK, QAM16. Donc ça, c'est des technos qui sont aujourd'hui bien déployés. Ça veut dire qu'en tirant parti des techniques de photomélange, on peut réutiliser l'infrastructure existante utilisant ces modulations-là et faire le pont avec des communications terahertz par le biais de la conversion optique terahertz dans les composants de photomélange. Alors ça, c'est basé bien sûr sur un composant Kerr qui est le modulateur de Mann-Zehnder. Donc je rappelle les grands principes ici. C'est qu'on vient faire en fait contrôler une interférence entre l'entrée et la sortie en utilisant donc par exemple des modulateurs à niobat de lithium qui permettent de par effet électro-optique de moduler la phase d'un des bras par rapport à l'autre pour faire de modulation d'amplitude à la sortie, avec le gros avantage de pouvoir fonctionner très rapidement. Et en combinant en fait de la modulation d'amplitude et des aspects multiniveaux, on peut arriver aujourd'hui assez facilement à des communications donc, optiques à 100 gigabits seconde. Et donc après, bien sûr, l'idée c'est de le relayer en communication radio à 100 gigabits seconde.
Alors, l'avantage du Mach Zehnder, c'est que cette structure versatile permet à la fois de faire des communications en modulation d'amplitude, mais aussi en modulation de phase. Quand on module en phase le signal optique, on doit créer deux quadratures, donc une quadrature en phase, une quadrature donc en quadrature de phase, justement, en utilisant deux Mach Zehnder, donc deux modulations PSK2, dont l'une va être en quadrature, ce qui permet d'avoir une modulation ici QPSK en sortie. Et donc cette QPSK optique, à partir du moment où on va la coupler avec une porteuse pilote qui sera non modulée, donc un deuxième laser qu'on va rajouter, on va convertir ces deux longueurs d'onde en QPSK terahertz, en gardant l'avantage de la linéarité du convertisseur ici et de la grande qualité à la fois en termes de débit et d'intégrité de signal que permet de faire aujourd'hui les Mach Zehnder optiques. Alors ça, c'est possible en QPSK. C'est possible également facilement en modulation QAM16 ou supérieure, en changeant l'injection des entrées du Mach Zehnder par un signal non pas de type NRZ, c'est-à-dire sur deux niveaux, mais avec un signal de type PAM4, ce qui permet d'accéder à plusieurs niveaux de codage en I et en Q, donc avoir un signal multiniveau à la fin pour augmenter l'efficacité spectrale. Donc en résumé, ce qu'on peut faire grâce à l'optique, c'est qu'on part du domaine optique avec un certain nombre de longueurs d'onde qu'on va convertir directement en gamme terahertz sur plusieurs fréquences en même temps. Alors cette approche-là qui est assez agile en fréquence et qui permet d'allouer de façon dynamique en fait les fréquences est un gros avantage par rapport à l'électronique, puisque faire fonctionner un système électronique directement en multifréquence, c'est vraiment pas évident en transposant donc à ces gammes-là. Alors, ce qui est assez nouveau aussi dans ce domaine spectral, c'est que bien que les communications terahertz soient quand même assez récentes, ça date vraiment de la dernière dizaine d'années, il y a déjà un standard qui est établi, qui a été établi en fait en 2017 de par la pression et les besoins en bande passante sur les futurs réseaux, donc 5G et au-delà. Et les bandes passantes qui sont maintenant considérées, eh bien, c'est dans la fenêtre atmosphérique que je vous ai montré tout à l'heure, entre 250 gigas et 321 gigas. Alors pourquoi pas avant 250 gigas? Tout simplement parce que les allocations de fréquences étaient déjà faites et qu'il y avait déjà des applications dans les bandes d'avant. On voit clairement qu'avec cette nouvelle normalisation, on va devoir maintenant adapter l'architecture des circuits pour être capable d'opérer d'une part à différents types de formats de modulation, mais aussi des transceivers qui vont pouvoir être capables d'opérer à différentes fréquences de fonctionnement, différentes fréquences porteuses réparties sur tout ce spectre terahertz. Et là où la photonique peut avoir un aspect intéressant, c'est que la photonique qui permet de fonctionner facilement en multifréquence peut permettre de répondre à ce type de problématique. La linéarité, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça c'est un point essentiel. Aujourd'hui, les composants photoniques permettent d'atteindre des niveaux de puissance qui sont autour du milliwatt. Mais ça ne permettra pas forcément, dans les plus grands débits, d'avoir suffisamment de rapport signal sur bruit, puisqu'il faut se rappeler du théorème de Shannon de tout à l'heure. Si je veux transférer une QAM16 et donc avoir une efficacité spectrale autour de 4, eh bien, il me faut un certain niveau de rapport signal sur bruit. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, la puissance du photomélangeur n'est pas suffisante forcément pour arriver à couvrir à la fois le débit et la distance de transmission. Donc, de plus en plus, l'approche qui est regardée, c'est d'arriver à combiner des composants donc, photoniques et des composants électroniques pour arriver à tirer bénéfice des deux mondes, c'est-à-dire la bonne qualité de signal pour l'optique et le niveau de puissance offert par l'électronique. Alors, en termes de type de composants, donc on a bien sûr les composants de type HBT qui permettent de répondre, et de plus en plus aussi les gens regardent le GAN pour l'aspect donc subterahertz, on va dire, ou fin du millimétrique, et également les tubes à ondes progressives qui sont toujours utilisés en satellite et qui sont des composants qui permettent aussi d'atteindre des très grands niveaux de puissance. Le principal problème des tubes étant aujourd'hui la limitation de bande passante. Mais par contre, c'est des composants qui potentiellement peuvent sortir des niveaux de puissance très, très élevés. Donc ici, si on compare vraiment l'architecture d'un émetteur terahertz pour les télécoms, en comparant l'approche photonique en bas et l'approche électronique au-dessus, principalement sur l'approche photonique dont je viens de parler, on va tirer bénéfice d'une grande intégrité de signal, d'une très grande bande passante. Par contre, en général, on manque de puissance à la sortie, donc il faut pouvoir coupler des amplis à la sortie. Côté électronique, la puissance est en général meilleure que les approches photoniques.
Par contre, la partie modulation et la partie multifréquence est plus difficile à faire. Donc, nous, on pense qu'il y a quand même beaucoup de bénéfices à tirer d'une association photonique-électronique, d'une co-intégration des composants pour pouvoir avoir à la fois un émetteur avec une bonne puissance et une bonne intégrité de signal. Côté réception, il y a deux types d'approches. Il y a la réception directe avec des diodes de détection, avec l'inconvénient qu'on n'est pas sensible à la phase, donc on ne va pas pouvoir détecter des signaux donc, modulés en amplitude et en phase. Et la deuxième approche sur la partie donc, offline, la partie hétérodyne, où en fait on vient faire un mélange du signal modulé terahertz pour le redescendre en fréquence et l'analyser en basse fréquence, avec le problème de la mise en œuvre qui est un petit peu plus complexe, et aussi qu'on doit synchroniser l'émetteur et le récepteur, ce qui aujourd'hui en gamme terahertz, ce n'est pas forcément évident à faire, puisqu'on a côté électronique ou côté photonique, le bruit de phase qu'on atteint aujourd'hui dans ces gammes de fréquences, c'est quand même forcément pas aussi bon que ce qu'on peut avoir dans des gammes plus faibles. Donc ça reste un élément encore beaucoup investi à résoudre pour les futurs systèmes. Alors, regardons maintenant quelques exemples de liens donc, 100 gigabits, quelques liens odeur, quelques tendances. Donc aujourd'hui, en 2020, donc, il y a eu plusieurs expériences qui ont été montrées dans le monde à base de différents types de composants. Donc, ce qu'on peut appeler, c'est vraiment des expériences de type Arrow Experiment, parce que c'est vraiment la limite de ce qui est faisable avec ce type de composants, mais qui ont pu montrer qu'on arrivait à 100 gigabits par seconde avec ces approches. Ce qu'on peut mentionner quand même, c'est qu'aujourd'hui, les plus grands débits qui ont été obtenus avec des transceivers de type photonique, parce que c'est vraiment ça qui donne la meilleure intégrité de signal à la sortie du composant. Alors, sur les approches maintenant plus pratiques, la première démonstration de transmission donc à 100 gigabits seconde a été montrée donc, par des collègues allemands en combinant un émetteur photonique, une photodiode à transport unipolaire de type UTC, et un signal multifréquence, multiporteuse, qui est combiné ici à un récepteur de type MMIC. Et ça avait été fait donc, en 2013 à 237 GHz, avec des constellations ici qui étaient quand même assez bruitées, mais pour l'époque, c'était vraiment une performance exceptionnelle. Et d'avoir pu montrer ça aussitôt, finalement, en 2013. La première démonstration de 100 gigabits également, mais utilisant un système temps réel, ça a été montré donc, par un des pionniers également des communications terahertz, donc Tadao Nagatsuma de l'université d'Osaka, en combinant donc toujours pareil une photodiode à transport unipolaire, un système en fait de type antenne cornet lentillé pour pouvoir faire la communication sur une cinquantaine de mètres, et en utilisant un double récepteur hétérodyne, un pour la voie I, un pour la voie Q, avec un contrôle de phase entre l'émetteur et le récepteur. Et pour faire ça, eh bien, il a utilisé un combe de fréquence dont la fréquence du combe est un synthétiseur partagé entre l'émetteur et le récepteur. Donc ça, la première performance à 100 gigabits par seconde temps réel a été obtenue en 2016. À l'IUMN, un autre exemple également de communication aussi 100 gigabits par seconde, cette fois-ci en QAM16, donc une modulation un peu plus évoluée, sur un des canaux du nouveau standard I3E, et en utilisant une seule porteuse. Et donc là, j'avais utilisé pour cette expérience-là donc une photodiode à transport unipolaire à cavité résonante qui présente justement cette très bonne linéarité en fonction donc, de la puissance en fonction du courant. Et donc on avait pu montrer à cette époque-là, donc il y a 2 ans, qu'on arrivait à maintenant atteindre du 100 gigabits par seconde avec ce type d'approche. Alors au-delà du 100 gigabits par seconde, donc là on tire tout le bénéfice des modulateurs Mach-Zehnder qui peuvent être utilisés pour des modulations très avancées. Donc là j'avais mis un exemple de communication pour une QAM16 en fait à 32 gigabits, ce qui correspond à 128 gigabits par seconde dans une seule photodiode, en sachant qu'on peut encore aller au-delà, mais c'est des choses qui ne sont pas forcément publiées aujourd'hui. Alors, au-delà des communications donc, en laboratoire, donc, il est important aussi pour développer les communications terahertz de faire des démonstrations à l'extérieur, à la fois pour étudier les impacts de l'atmosphère, mais aussi d'arriver à voir si les systèmes sont robustes, tout simplement.
Et donc, on avait pu montrer il y a quelques années, dans le cadre des journées Terahertz à Dunkerque, une expérience en fait en environnement réel, en tirant bénéfice d'une antenne de type casse-grain cette fois-ci, pour augmenter considérablement le gain à 300 GHz. Donc ça, c'est ici une vue du lien qui avait été monté donc, en laboratoire, où vous voyez en fait l'antenne casse-grain qui est montée sur un trépied. L'électronique et les composants photoniques sont à l'intérieur. Et on avait pu montrer que, donc ici c'est une vue de la démonstration, en fait on a l'émetteur qui était placé dans un bâtiment, donc ça s'est passé à Dunkerque, hein, un bâtiment ici donc avec une fenêtre directement sur l'extérieur, et le récepteur sur la terrasse du laboratoire de nos collègues de l'équipe de Gaël Mouret, donc du LPCA, où on avait mis en fait le récepteur dans un petit box avec toute l'électronique de détection et de traitement de signal en sortie, pour arriver à faire cette transmission sur une échelle de distance qui cette fois-ci était de 750 mètres. Il a fallu pour ça forcément aller aligner les faisceaux, puisque les faisceaux sont extrêmement directifs, et on avait utilisé pour ça une lunette de fusil de chasse, hein, qu'on peut voir ici en bas à gauche. Donc aujourd'hui, si on regarde un peu l'état de l'art de ce domaine-là, il y a de plus en plus de démonstrations, hein, clairement, sur les 5 dernières années. Ce qu'on peut dire, c'est que la photonique pousse vraiment le débit. Donc on voit que la courbe augmente vers le haut par les points qui sont en fait les étoiles noires ici. On pousse le débit, et l'électronique, de par la puissance qu'on peut avoir en fait des amplificateurs, ça pousse la distance de transmission. Bien sûr, aujourd'hui, pour répondre aux besoins, il faut à la fois le débit et la distance. Donc, encore une fois, arriver à combiner ces approches entre les deux donc, domaines. Alors, si on regarde maintenant l'état de l'art un peu plus général sur les différentes technos, il y a 5 ans, ce qu'on pouvait dire, c'est que tout était fait à peu près avec des approches 3.5 à GaAs ou alors des approches photoniques. Si on refait la même étude maintenant en fin 2020, eh bien, on constate qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qu'avant, avec des approches maintenant qui utilisent donc, des approches donc, à ampli à tube concassive, hein, qui permettent d'avoir des distances de transmission très élevées, certes des bandes passantes, donc des débits plus réduits, mais quand même des distances de transmission qui sont très élevées, hein, par exemple plusieurs dizaines de kilomètres, des approches utilisant des puces CMOS, donc très intégrées pour des applications mass market, et également, comme je disais tout à l'heure, des applications utilisant des technosilicium et SiGe, qui maintenant sont de plus en plus présentes pour ces systèmes-là. Donc c'est vraiment une très grande évolution ces dernières années, et certainement les cas d'usage seront mis en face de différentes possibilités technologiques diverses et variées, avec une plus ou moins grande économie d'échelle en fonction de la techno donnée. Alors, quelques exemples de projets également, donc sur des projets qui sont actuellement en route, donc le projet TerraSonic, où en fait, un projet franco-allemand, où on combine en fait avec nos collègues de Stuttgart un émetteur donc, qui est fabriqué donc, au niveau français, avec un récepteur qui est fabriqué donc, au niveau Allemagne, en utilisant donc, de la technologie 3.5 pour obtenir en fait un meilleur bilan de liaison, de façon à pouvoir couvrir ces distances de transmission supérieures. Et on a pu récemment montrer qu'on atteignait des systèmes donc, qui peuvent couvrir le 100 gigabits avec des très grandes bandes passantes et avec une marge de bilan de liaison qui est bien supérieure que ce qu'on peut avoir forcément avec un récepteur passif et un émetteur uniquement à photomélange seul. Dans le projet TOR, qui est un projet donc, Europe-Japon, là l'approche est un petit peu différente. Comme on a des approches à état solide, des approches photoniques et des approches en fait à tube à ondes progressives, l'idée de ce projet, c'est de combiner différentes technologies pour répondre vraiment au scénario d'application qui est la distance de transmission autour du kilomètre avec des débits potentiellement de 100 gigabits par seconde. Donc dans ce projet-là, cette fois-ci, l'approche, c'est de combiner de l'optique pour la génération d'oscillateurs locaux très purs, de combiner des émetteurs-récepteurs à base de technologie 3.5 GaAs, et à la fin du système, de combiner tout ça avec un amplificateur à tube en progressive, qui est fabriqué dans ce cas-là par NEC au Japon, et dans le but en fait d'avoir une distance de transmission très, très élevée. Alors, quelques exemples maintenant pour terminer sur l'aspect cette fois-ci instrumentation. Donc ça fera le lien avec la présentation d'ITAM qui va donc parler après sur la partie caractérisation en IP3, donc en non-linéarité d'ordre 3 sur des amplificateurs à 300 GHz, où en fait, vous verrez qu'il va vous expliquer comment, à partir de cette technique de photomélange, on arrive
à mesurer des composants, donc en non-linéarité d'ordre 3, à ces gammes de fréquences. Ce qui est très compliqué à faire sur des approches conventionnelles, et ce qui est rendu possible par, je dirais, la beauté des approches photoniques qui permettent de faire très facilement un signal multifréquence et qui permet donc de faire ce type de caractérisation. Et donc, il vous expliquera ça juste après sur l'application à différents types de composants autour de 300. Alors, quelques conclusions maintenant, les challenges associés. Donc, bon, il y a beaucoup de challenges qui sont ouverts, hein, clairement. En termes de débit, donc les débits ciblés sont entre 100 gigabits et 1 terabit par seconde pour ces systèmes-là. On a besoin, vous l'avez compris, avec la nouvelle norme de transmission terahertz, de systèmes qui vont fonctionner en multibande, en multicarrière. Et on a aussi besoin d'avoir une très bonne intégrité de signal au niveau des émetteurs. Sur les distances de transmission, la cible, c'est au moins le kilomètre. Donc clairement, même si la taille de la cellule a tendance à se réduire avec la 5G et le beyond 5G, il faudra quand même être capable de couvrir ce type de distance de transmission. Donc une co-intégration électronique photonique va devenir important. Et enfin, tout atteint aussi de composants clés comme des interconnexions guides d'onde à faible perte, intégration d'antennes compactes, antennes surface plate, antennes intégrables, antennes éventuellement reconfigurables, beamforming, tout ce genre de choses qui ne sont pas encore vraiment complètement démontrées et complètement fixées dans cette communauté-là. Donc ça, c'est aussi des choses très importantes qui font partie également des enabling technologies pour arriver à positionner les communications dans ces gammes de fréquences. Et enfin, l'aspect modèle de propagation, communication dans l'air, standardisation, ça c'est des choses qui sont importantes aussi puisque c'est ça qui permettra d'envisager vraiment des applications télécom. Donc pour terminer, je dirais qu'il y a vraiment un espace énorme pour la recherche pour toute une communauté. Je pense notamment qu'en France, il y a beaucoup d'acteurs qui pourraient s'agréger pour apporter des solutions dans ces différents topics. Ce qu'on constate maintenant, c'est que il y a des approches électroniques, des approches photoniques. Chacune a des avantages et des inconvénients. Donc les combiner, ça permettrait de répondre à des choses qui sont intéressantes. Sur l'aspect beam steering, beamforming, où on a besoin potentiellement de distribuer les signaux, de faire des contrôles de phase, l'optique a un rôle à jouer c'est beaucoup plus facile de contrôler la phase d'un signal optique aujourd'hui que de déphaser à 300 GHz. Donc là, il y a certainement des choses à regarder. Donc la photonique, même si en tant que telle ne peut pas forcément atteindre les niveaux de puissance qui seraient requis, c'est une brique essentielle pour arriver à faire cette génération de signal modulé dans ces gammes de fréquences. Donc pour terminer, je souhaite juste mentionner le fait à Lille, il y a plusieurs laboratoires qui se sont agrégés pour former un cluster sur les communications terahertz qui va à la fois de la caractérisation de composants, sous pointe aujourd'hui jusqu'à 1 terahertz, également en espace libre, de la caractérisation également de systèmes antennaires, sur un système de scanner antennaire 3D qui est disponible aujourd'hui de 200 à 750 GHz, caractérisation de composants packagés et évidemment de la caractérisation datacom et systèmes pour pouvoir valider des briques de base, que ce soit des émetteurs ou des récepteurs. Donc n'hésitez pas, si dans la communauté vous avez des besoins, on est tout à fait ouvert à collaboration avec la communauté française pour mettre à disposition et ouvrir ce type de ressources qui sont disponibles à ligne. Voilà, donc un grand merci également à tous les acteurs qui ont contribué aux éléments que j'ai présentés, évidemment, l'IEMEN, l'Université de Lille et le Centre de caractérisation de l'IEMEN, le groupe de recherche Terahertz Photonics, également les projets qui ont permis de soutenir tous ces développements, l'ITN MITEFO, l'ITN TeraOptics, le projet H2020, TOR, les ANR Spatio-Terra, TerraSonic et Comtonic, et enfin le CPR Photonics à la région Hauts-de-France et notre laboratoire commun avec ST, qui investit aussi les approches notamment BICMOS pour arriver à avoir des solutions silicium au moins jusqu'à 200-220 GHz. Voilà, je vous remercie beaucoup, puis n'hésitez pas pour les questions. Donc je pense que là, a priori, on va passer à la deuxième présentation, c'est ça Olivier? Ouais, on va passer, mais il y a une petite question, donc peut-être que le temps que ton postdoc... Ah oui, n'hésitez pas, oui. Donc il y a une question de Yann